c'est est-ce qu'en lisant les premières pages, on a envie de tourner la page et d'avancer. Si au bout de 20 ou 30 pages, on n'est pas enthousiaste et pas transporté, c'est très compliqué. Donc déjà, il faut qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc bonjour, Yannick Dehaye, directeur et fondateur de Nouveau Monde Édition. Je suis éditeur. Quels sont vos critères de sélection des manuscrits? Chez nous, le polar est un polar historique ou géopolitique ou sociologique ou politique, mais en tout cas, il doit nous transporter dans un milieu, dans une époque. Donc la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que l'univers de ce polar nous capte, nous captive dès le départ. Et après, on regarde si c'est une bonne histoire, si ce sont des personnages intéressants avec qui on a envie de s'embarquer. Donc en réalité, c'est assez intuitif, même si c'est basé sur un substrat de connaissances historiques, de lecture, etc. C'est est-ce qu'en lisant les premières pages, on a envie de tourner la page et d'avancer. Si au bout de 20 ou 30 pages, on n'est pas enthousiaste et pas transporté, c'est très compliqué. Donc déjà, il faut qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Ensuite, on peut avoir une très bonne histoire qui ne nous apprend pas grand-chose sur une époque, sur un milieu. C'est sans doute pas pour nous, parce que voilà, on est un éditeur d'histoire, donc éditeur d'histoire au singulier, mais qui veut proposer des histoires qui vous embarquent. Donc, à l'inverse, s'il y a un très beau contexte historique ou politique, géopolitique, mais que l'histoire est assez faible, ça va être également embêtant. Parce que les gens n'achètent pas du polar s'ils veulent purement l'histoire, les faits tels qu'ils se sont passés, ils vont acheter le livre d'histoire. Ils n'ont pas besoin. S'ils achètent un polar, c'est qu'ils ont envie qu'on leur raconte une histoire qui, par ailleurs, leur apprendra des choses. Mais une histoire avec des personnages attachants, avec des rebondissements, avec la promesse de passer un moment divertissant. Quels sont les problèmes que présentent les manuscrits que vous refusez? Comme on est positionné sur un segment particulier encore une fois, de polar historique, de romans d'espionnage, de romans noirs avec une plongée dans un milieu contemporain particulier, on identifie d'une part des manuscrits qu'on reçoit de la part de gens qui sont des historiens ou des journalistes ou d'autres universitaires qui sont habitués à écrire de la non-fiction et qui pensent que c'est pas très compliqué d'écrire un polar. Donc en gros, il suffit d'avoir une vague intrigue, des personnages très esquissés, du moment qu'on sait de quoi on va parler, ça va le faire. Et pas du tout. Et donc j'ai été parfois amené à refuser par exemple des textes écrits par des anciens du renseignement français, extrêmement vexé parce que tout ce qu'il racontait, il l'avait vécu, il le savait, sauf que ça faisait pas un roman, c'était pas écrit, ou parfois c'était écrit façon Gérard de Villiers, et c'est plus possible aujourd'hui. Et d'ailleurs, même Gérard de Villiers, il y avait quand même une mécanique assez précise derrière, même si ça pouvait paraître simpliste. Donc, le premier écueil, c'est celui-là, c'est-à-dire on maîtrise parfaitement sa documentation, mais en réalité, sur le plan littéraire, c'est assez pauvre. À l'inverse, vous avez des gens qui ont une bonne connaissance de la mécanique narrative, de la façon de raconter une histoire, des gens qui ont pu travailler sur du scénario ou qui ont déjà écrit, publié des romans, sauf qu'ils pensent maîtriser un sujet, un genre, par exemple l'espionnage. Ils ont lu 8 ou 10 bouquins et ils pensent que c'est bon, ils ont la matière. Sauf que ce qu'ils apportent n'est pas du tout neuf. Ce sont des choses qu'on a déjà lues énormément. Et également, ce que les gens attendent d'un polar, c'est à la fois de retrouver les codes du genre, mais c'est également qu'on leur apprenne des choses. C'est ce que Umberto Eco a très bien théorisé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois
la répétition des mêmes mécanismes, c'est quelque chose de rassurant, mais en même temps, il faut quand même qu'on apprenne quelque chose. Et donc, ça m'est arrivé aussi de refuser des manuscrits écrits par des auteurs tout à fait reconnus, connus dans le domaine de la fiction, mais parce que ce qu'ils racontaient était d'une grande banalité. Je ne voyais pas en quoi ça allait justifier pour les gens d'acheter l'ouvrage. Faites-vous retravailler les manuscrits? Ça peut arriver. D'abord, ça peut arriver qu'on propose des coupes, c'est-à-dire qu'on dise bah, là, tu te fais plaisir, là, c'est ce que j'appelle les séquences Wikipédia. C'est-à-dire que l'auteur est tout content d'avoir trouvé plein de détails inédits sur la construction de la Tour Eiffel ou sur la détention dans tel quartier de haute sécurité. Et tout d'un coup, l'action s'arrête et on passe 5 pages à nous expliquer ce qu'on a trouvé. Alors, Balzac se permettait ça. Dans le Père Goriot, on a des pages et des pages et des pages sur la pension Vauquer. Bon, personnellement, à l'époque où j'ai découvert ça au lycée, j'ai fini par sauter le passage exaspéré, mais le lecteur fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, dans un polar, il faut que le style soit vif et que l'intrigue avance en permanence. Donc vous pouvez avoir une séquence où tout d'un coup l'action s'arrête et on est dans un musée, on vous parle de ce qu'il y a dans le musée, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça soit utile plus tard dans la résolution de l'intrigue. Et donc, on peut être amené à dire, écoute, là, franchement, en ayant fini de lire ces 3 pages-là, tu te fais plaisir. C'est-à-dire que tu as appris des trucs et tu veux montrer que tu les sais, mais ce n'est pas le sujet, on n'est pas dans une thèse d'histoire, on est dans un polar. Donc ça, on te recommande fortement de le couper. Alors, il y a des auteurs qui acceptent en général. Ça m'est aussi arrivé d'avoir des auteurs qui disent « Non, mais c'est bon, je sais ». Alors, bon, en général, ça se finit pas bien, mais ça peut arriver quand même que, et c'est la même chose au cinéma, vous avez des cinéastes qui ont connu un certain succès, qui font un film dans lequel tout le monde en sortant dit bah là il y a un quart d'heure de trop. Oui, bah, c'est parce que le producteur n'a pas eu l'autorité ou osé imposer à son réalisateur de couper le quart d'heure en question. À l'inverse, il y a le cas de l'auteur qui connaît très bien son sujet et qui ne prend pas la peine d'expliquer certaines choses qui lui paraissent évidentes, parce qu'il a toujours baigné là-dedans. Par exemple, on va être dans une intrigue où tout d'un coup arrive un personnage qui est au service d'action civique, le SAC, milice gaulliste, à qui on a attribué beaucoup de méfaits, qui mélangeait à la fois des barbouzes, des policiers, des gens du milieu. Bon, il y a eu beaucoup de littérature autour de ça. Eh bien, un lecteur de 25 ou 35 ans n'a peut-être jamais entendu parler du SAC. Et donc, il faut trouver le moyen de lui expliquer ce qu'était le SAC sans pour autant faire un passage Wikipédia. Et donc, c'est là aussi que le métier narratif entre en ligne de compte. Un auteur que j'aime beaucoup, que je cite souvent, Dominique Manotti, elle sait très bien faire ça. C'est-à-dire que ce sera jamais lourd, mais en même temps, elle est historienne à la base, mais elle va savoir vous réexpliquer ce que vous avez besoin de connaître pour suivre et aimer suivre l'intrigue. Comment avez-vous publié l'anatomie du scénario de John Truby? L'édition, c'est toujours une histoire de rencontre, de hasard, de moments d'occasion saisis ou pas saisis. Dans le cas, par exemple, de l'anatomie du scénario, j'avais eu l'occasion de discuter avec un monsieur qui était l'organisateur des masterclass et des séminaires que donnait Truby en France comme dans plein d'autres pays, c'est-à-dire qu'il se déplaçait d'un pays à l'autre et il assurait des formations soit qui étaient ouvertes à ceux qui le souhaitaient, soit qui étaient des formations pour, par exemple, le groupe Canal+, ou tel autre groupe de l'audiovisuel. Et donc, il avait voilà, des séjours récurrents de John Truby avec un ouvrage qui marchait plutôt bien aux États-Unis, mais qui n'était pas traduit en France. Et on discute, il m'explique ça, je dis mais pourquoi pas le publier? Donc c'est né assez naturellement d'un raisonnement, en se disant bon effectivement, j'avais déjà lu un certain nombre de livres sur l'écriture de scénario, Mackie et d'autres,
Il se trouve que j'ai passé, dans ma scolarité quelques mois, quand j'étais étudiant, à UCLA, donc j'ai eu l'occasion de, voilà, de me frotter à ce que, les étudiants en cinéma et les futurs producteurs, pouvaient lire. Donc je voyais bien, la centralité, l'importance de John Truby. Donc j'ai dit: «Pourquoi pas? Mmh, on va essayer, on va voir ce que c'est». Très honnêtement, en général, quand un éditeur a un très gros succès avec un bouquin, il fait celui qui avait tout prévu, tout imaginé. Non, j'ai publié Truby en me disant: «Bah, on en vendra peut-être 3000». Bon, on en a vendu beaucoup plus que ça. On a fini par vendre plus de livres de Truby que tous les autres pays, réunis. Bon, et puis, voilà, il a poursuivi, sa route ensuite, et l'anatomie est devenue un classique. Ce qui montre d'ailleurs que quand on vous dit, il n'y a pas de marché en France pour tel genre de livre, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens où il n'y a pas eu, effectivement, si on consulte les historiques de vente, il n'y a pas eu, le public, pour les livres qui ont précédé, et en même temps, il suffit d'un succès pour changer complètement le regard sur le rayon en question, sur le genre en question. Donc il y a vraiment une part d'aléatoire, et il faut aussi reconnaître que parfois, voilà, on fait des choix en se disant: Ça mérite d'être essayé», et puis, parfois on se plante, et puis parfois ça marche. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? Je crois que, au-delà des besoins essentiels qui sont, se nourrir, se vêtir, avoir un toit, avoir des relations sociales, et cetera, nous sommes vraiment structurés par les histoires. C'est d'ailleurs, quand on élève, bien ses enfants, on leur raconte le soir des histoires, et ce que j'observe, c'est que nous avons besoin d'absorber, continuellement des histoires, et de ce point de vue-là, le polar, est une façon d'avoir des histoires des histoires horribles, mais dans lesquelles on est en sécurité. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin, ça va se terminer, tout va bien se finir. Le polar, est le genre roi aujourd'hui, par rapport à d'autres genres, d'un monde qui est assez épouvantable, et sur lequel on ne voit pas de résolution possible à tout ce qui se passe autour de nous. Alors le polar, décrypte en détail tel, élément, telle situation, tel problème du monde, mais en général avec une résolution. Alors le roman noir, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a une résolution, et en même temps on sent bien que le monde, est pourri, il va rester pourri. Mais c'est d'ailleurs pas le segment, le roman noir, c'est pas le segment qui a le plus vent en poupe, aujourd'hui. Mais les gens, visiblement, aiment, la médiation du polar pour s'accommoder du monde. C'est-à-dire de se dire qu'une résolution est possible, que les méchants peuvent être punis. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? Chaque éditeur a une approche, qui lui est propre, hein. Moi, j'ai mes lunettes, d'éditeur d'histoire qui fait des polars intitulés «Les polars du réel». Donc je suis pas intéressé par les polars qui sont aux confins de la science-fiction. Le cozy crime, ou les serial killers me laissent, si, je veux bien voir Hannibal Lecter à l'écran, mais je pense que je vais pas avoir une énorme valeur ajoutée, là-dessus. Et en revanche, le polar me plaît quand il permet de décrypter le monde, de comprendre les mécanismes qu'on n'avait pas forcément, saisis. Bref, quand il permet de rendre les gens mieux informés. Et après, ils font comme ils veulent. C'est-à-dire que, je pense que c'est une erreur de dire aux gens pour qui ils doivent voter, mais en revanche, notre fonction, c'est de les informer le mieux possible, parce qu'on est dans une déferlante, de fausses informations, de communication, de déformation. On est aujourd'hui, structuré dans notre vie numérique par des gens qui peuvent s'enrichir, en propageant des fausses nouvelles, en créant de la haine, en exacerbant, les pulsions. Et donc, je dirais le petit combat,
du livre, c'est d'essayer de porter des morceaux de vérité. Alors, théoriquement, la vérité, elle est dans des livres d'histoire, production scientifique, donc, mais il se trouve que le polar, en s'appuyant à la fois sur des enquêtes de journalistes, des travaux historiens, et parfois en devançant, parce que le polar, finalement, donne une liberté. C'est-à-dire que parfois, on peut dire des choses qu'on ne pourrait pas écrire dans un ouvrage journalistique sans être poursuivi en diffamation. En changeant le nom et en racontant l'histoire de manière suffisamment transparente, ça passe. Un exemple, j'ai publié Dernier recours de Mimosa F. C'est un polar qui se passe dans un grand magasin qui vend de l'ameublement en kit à monter soi-même. Bon, 99,99% des gens comprennent très bien de quoi on parle. On lit le roman, on dirait il se passe vraiment ça, et puis on fouille un peu l'espionnage de salariés, le harcèlement, etc., jusqu'à des tentatives de suicide. Et donc, l'idée d'imaginer un crime là-dedans, finalement, c'est la continuité de ce qu'on a décrit. Bon, finalement, ça peut apporter une forme de compréhension, ou en tout cas d'alerte, que finalement les médias n'arrivent pas à avoir, parce qu'il y a également une telle déferlante de l'actualité. C'est-à-dire même dans les médias sérieux, il y a tellement de nouvelles qui se bousculent les unes les autres, qui se chassent les unes les autres, que sauf à être un professionnel de l'information qui est amené à lire à peu près tout ce qui sort, les gens ne peuvent pas suivre. C'est énorme. Donc finalement, en s'arrêtant à travers un polar le temps d'un week-end, on acquiert une compréhension aussi de quelque chose qui est raconté dans la profondeur. Donc on a, par exemple, les mécanismes corruptifs, les affaires autour de la Libye, par exemple. Finalement, peut-être que le roman, c'est la bonne manière d'attaquer tout ça, parce que c'est extraordinairement compliqué vu de l'extérieur, et c'est un champ de bataille communicationnel où on vous explique que pas du tout, il y a une injustice, que tel jugement est absolument inique, qui sera renversé en appel ou en cassation. Donc, encore une fois, le fait de mettre en forme des dossiers complexes autour de la corruption, par exemple, c'est une façon de rendre comestibles, digestes, ces histoires. L'intelligence artificielle va-t-elle impacter la chaîne du livre? Alors, je distinguerai l'édition de fiction et de non-fiction. L'édition de fiction a de très beaux jours devant elle, parce que je ne vois pas, en tout cas de mon vivant, l'intelligence artificielle la remplacer. Alors évidemment, on peut trouver des contre-exemples, on peut imaginer en romance des écritures ou dans des sous-genres extrêmement codifiés dans lesquels, en gros, il y a un nombre défini de permutations possibles. Mais en gros, les IA ne supplanteront pas dans un avenir prévisible le travail de l'écriture romanesque, en tout cas pour les bons auteurs, ce qui m'importe. Sur la non-fiction, il y a vraiment un danger extrêmement grave actuellement, qui est le suivant, c'est que aujourd'hui, on sait que la plupart des outils d'intelligence artificielle entraînent leur système avec d'énormes bases de livres piratés. Ce qui veut dire que le travail des historiens, le travail des autres universitaires, le travail des journalistes est pillé, qu'aujourd'hui une IA à qui on demande de résumer telle ou telle affaire est capable de vous sortir un résumé assez convaincant, pas toujours juste, mais assez convaincant. J'ai fait le test il y a quelques jours de demander à une IA si tel livre était dans le domaine public. Et l'IA commence à me répondre, tel livre est bien dans le domaine public, etc. Et donc, tel livre est dans le domaine public depuis 2036. Alors, il y a un petit problème, parce que cette IA ne tenait pas compte du fait que nous sommes en 2026. C'est mignon. Mais sinon, le raisonnement juridique était impeccable. Elle avait bien la règle des 70 ans, les ouvrages parus du vivant de l'auteur ou après la mort de l'auteur. Elle avait bien tout. Mais il lui manquait qu'on était en 2026, c'est ballot. Mais bon, ça se sera corrigé bientôt.
Donc, blague à part, on est aujourd'hui dans un système où les IA se développent à toute vitesse et construisent des valorisations astronomiques pour leur société, tout en pillant les ouvrages des chercheurs et des journalistes, sans reverser un euro. Et par ailleurs, on voit tendanciellement les ventes de livres de recherche sérieux baisser de manière assez inexorable. Ce qui veut dire que, en tout cas pour les éditeurs privés, de moins en moins de publications seront possibles. C'est-à-dire qu'on sera obligé de resserrer de plus en plus sur les sujets qui peuvent faire des ventes. Ou alors, on dira aux chercheurs, vous publiez votre thèse en ligne, et puis voilà, mais c'est pas la même chose, une thèse en ligne et un travail, un livre pour lequel on a fait un travail de remaniement important, on a condensé certaines parties, on a fait réécrire dans un style un peu plus accessible, etc. Donc, je pense qu'il faut, d'une part, obliger juridiquement les entreprises d'IA à indemniser auteurs et éditeurs pour les ouvrages déjà piratés, et d'autre part, mettre en place une forme d'achat de licences auprès des éditeurs pour pouvoir utiliser légalement les ouvrages qui paraissent maintenant et dans les années à venir. Ce qui donnera une forme de compensation pour les ventes qui ont été perdues. Mais au-delà de ça, les IA attaquent aussi la vente d'ouvrages de non-fiction parce que elles rendent de plus en plus facultatif le fait de lire des livres en entier. On voit bien à la fac, quand on dit aux étudiants de lire un livre en entier pour ensuite le discuter en cours, oh là là, mais il n'y a pas plutôt un chapitre qu'on pourrait lire, ce serait déjà un gros effort. Bon, et c'est vrai que quand on demande à une IA de résumer, par exemple, ce qu'explique John Truby, voilà, en 3 pages, elle peut vous offrir les éléments clés et c'est pas pour autant qu'on les a assimilés. Surtout, le fait de lire de moins en moins de gros livres, et je parle même pas des lectures imposées, je parle aussi de tout ce qu'il faudrait lire idéalement pour nourrir sa culture personnelle générale. Et ça veut dire qu'on prépare aussi des gens qui seront beaucoup moins attirés par le livre. Donc tout ça n'est pas très, très réjouissant. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment un peu charnière où il faut se battre et réagir très très vite. Parce que le problème, c'est que la justice est un temps long, alors que les IA avancent à toute vitesse et tous les 6 mois, le cadre change. Donc là, on est face à un vrai défi qui est un défi existentiel.